Très bien, bon ben, merci d'être venu pour cette petite présentation autour du LESS et de cette question, est-ce qu'on pourrait en faire moins, peut-être travailler un petit peu moins ou différemment pour peut-être en tirer un avantage quelconque. Donc ce que je vous propose, c'est voilà, de pouvoir vous donner mon retour d'expérience à propos d'un cadre de travail qui s'appelle le LESS, qu'on a pu implémenter avec des équipes. Et puis je m'arrêterai à un moment donné, puis on pourra, si vous voulez, échanger, avoir des questions-réponses si ça vous intéresse. Alors, pour démarrer, petite présentation. Donc, je m'appelle Benoît Daroux, je ressemble à ça sans le masque, et je viens de Toulouse. Je suis coach agile pour Soprasteria, et j'accompagne des équipes depuis maintenant plus de 10 ans, bientôt 14, autour de l'agilité, autour de ses pratiques, autour de l'état d'esprit, autour de voilà, toute ces cadres, cette philosophie qu'on peut retrouver. Et en plus de cette agilité, ce que j'aime bien, c'est faire des parallèles, généralement. Et j'en ai trouvé un plutôt intéressant avec tout ce qui est philosophie du zen. Cette idée de vivre dans le moment présent, de vivre dans un monde un peu épuré, et d'essayer de se concentrer à ce qui est uniquement essentiel. Donc vous verrez, je vais citer des agilistes peut-être ancestraux dans cette présentation. Donc voilà un petit peu dans le cadre où on va se situer. Alors pour vous expliquer justement comment on est venu là, donc un petit retour en arrière. Il y a 3 ans, je travaillais avec plusieurs équipes, donc sur Toulouse, dans le milieu de l'aéronautique. Bon, vous avez peut-être compris qui était le grand client, grand acteur de ce milieu-là, avec plusieurs équipes voilà, qui travaillaient avec un modèle Scrum, très simplement. Et c'était un modèle qui tournait bien pour ces équipes. Il se trouve que, justement, chez notre client, donc c'était Airbus, il y a eu une grande mouvance pour partir sur l'agilité à l'échelle. Et peut-être ça vous est arrivé, l'agilité à l'échelle. Ce qu'on entend en premier, c'est on va partir sur un cadre safe. Donc, énormément de projets ont migré vers des cadres de safe, à commencer à les implémenter, mettre en place des trains. Ils ont mis en place des large solutions, etc., etc. Et finalement, ces petites équipes qui travaillaient de temps en temps ensemble, on s'est dit, tiens, on va aller aussi dans ce cadre-là. Et justement, ce modèle safe plaisait pas à tout le monde, et notamment à la personne qui dirigeait ces équipes, qui organisait un petit peu tout ce besoin. Et en discutant, on s'est dit, on n'est pas vraiment imposé pour faire du safe, on est imposé pour travailler, pour collaborer ensemble et pour amener ces équipes à travailler et à prolonger la vie de différents produits. Et si on essayait autre chose? Et on est arrivé à cette conclusion, finalement, on pourrait faire notre cadre, mais il faudrait qu'on fasse le minimum, qu'on s'ajuste pour vraiment ne pas trop ajouter de cérémonies, ajouter de principes supplémentaires. Et c'est là où on est arrivé à se dire, le LESS, ça a l'air simple, on a l'air de comprendre en lisant simplement la description. Bon, c'est peut-être pas si compliqué que ça, on va essayer. Donc le retour que je vous propose, c'est justement à propos de ces équipes. On a mis en place ce cadre, on l'a fait tourner pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Vous saurez pourquoi ça s'est arrêté après, un petit peu plus tard dans la présentation. Et voilà, je ne suis pas expert dans le LESS, c'est juste un retour d'expérience. Donc il y a sûrement des choses qu'on a mal fait, il y a sûrement des choses qu'on a adaptées qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais au final, ça convenait à tout le monde. Et c'est ce qu'on a tous retenu, c'est qu'on a bien travaillé, on a bien collaboré. Donc voilà la grande idée. Alors, avant tout, parce qu'on en parle un peu, est-ce que vous avez déjà entendu parler du LESS? À main levée à peu près pour voir dans la salle. Oui, il y a quand même un peu de monde. Et la deuxième question piège, c'est est-ce que vous l'avez pratiqué? C'est étonnant parce qu'on entend parler, il y en a plein d'autres, des modèles, et finalement, on n'ose pas le pratiquer ou on n'ose pas forcément aller voir ce qu'il y a derrière. Et mine de rien, il y a assez peu de changements. Alors le LESS, c'est finalement assez ancien, ça date de 2005. Ça a été
on va dire, modélisé alors, par Vod, si je dis bien le nom, et Larman, Craig Larman. L'idée, c'était vraiment de réunir des bonnes pratiques du Scrum en faisant quelque chose d'autre. Dès le début, ils vous le disent, le less, ce n'est pas du Scrum. C'est vraiment estampillé partout. Ils se sont dit, on va essayer de partir de cette base-là, que tout le monde a l'air de connaître, et puis on va rajouter des petites choses, des petits éléments à droite, à gauche. Donc, il a fallu s'y ranger dans ce cadre. Et la première des choses que vous voyez quand vous rentrez dans le LESS, c'est qu'il y a très peu d'éléments. Vous allez retrouver tous vos éléments du Scrum, les réunions de sprint planning, les rétrospectives, le côté itératif. Vous retrouvez les mêmes rôles, il n'y a pas de rôle supplémentaire. Vous avez un Product Owner, vous avez un Scrum Master, vous avez des équipes de développement. Il y a juste 2 petits éléments supplémentaires au début et à la fin d'un sprint. Votre sprint planning est découpé en 2 parties et votre rétro également en 2 parties. Et en fait, quand vous avez compris ça, vous avez presque tout compris. Donc il n'y a pas plus à faire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type de modèle. Donc la transition, finalement, elle se passe plutôt simplement au niveau de ces équipes. Donc pour vous situer un petit peu, ce n'était pas non plus un projet énorme, 5 équipes. Chaque équipe avait 4, 5, 6 personnes. Donc on s'en tirait à la fin avec une équipe d'équipe de 30-40 personnes. Voilà. Donc on n'est pas sur des gros trains safe à 300 que vous connaissez peut-être. Donc on est quand même sur un domaine plutôt restreint. Et l'idée, derrière tout ça, c'est de pouvoir communiquer et collaborer ensemble. Donc quand on parle d'agilité à l'échelle, parce que je suis passé un peu vite peut-être certains d'entre vous n'ont pas cette idée-là, c'est d'arriver à collaborer avec d'autres équipes que la sienne. Parce que ça peut être facile plus ou moins déjà de collaborer au sein d'une même équipe, on est 7-8, on peut être d'accord ou moins d'accord avec son collègue, mais on arrive quand même à s'entendre. Maintenant, quand on est dans une équipe d'équipes, avec d'autres intérêts peut-être, d'autres sociétés également, on n'est pas forcément de la même compagnie, on peut avoir des tensions, on a ces difficultés-là. Ce qui est intéressant dans ce LESS, c'est qu'il va, comme vous l'avez vu, le cadre est plutôt simple. Je vous l'ai résumé, il n'y en aura pas trop plus. Ce qu'on va essayer de favoriser, c'est la communication. Ce sont les canaux de communication entre les personnes. Au lieu de penser où va mon produit, quelle est la valeur, on en parle évidemment, la valeur ajoutée que j'apporte, c'est finalement, est-ce que j'ai un canal de communication satisfaisant avec chaque individu, avec chaque rôle, pour bien travailler. Et ça, c'est assez fondamental dans l'état d'esprit, parce que ça oblige à se poser la question avec qui je travaille, et pas pourquoi je travaille, ou pourquoi faire. Généralement, et c'est souvent ce qu'on retrouve, la plupart des collaborateurs ont envie de travailler, ils ont envie de bien faire. On a envie de développer un produit qui est intéressant. Et ce qui empêche généralement, c'est une mauvaise communication ou une incompréhension. Et on va justement travailler avec ce cadre-là sur cette communication, comment la rendre plus intéressante. Donc c'est des petites choses comme ça pour apprendre régulièrement, sur lesquelles on va pouvoir se baser. Alors, pour aller dans le vif du sujet sur comment est-ce qu'on implémente ce genre de petits modèles, petit, il peut devenir très grand, il est composé de peu de rôles, comme je disais. On a un Product Owner, des Scrum Masters qui accompagnent des équipes. Alors, vous ne l'avez peut-être pas bien vu dans ce que je viens de dire, mais j'ai dit un Product Owner, tout court. Il n'y a pas un Product Owner par équipe, il y a un Product Owner. Donc, dans ce cadre-là, dans le retour d'expérience que je vous donne, c'est assez facilité parce qu'on a une trentaine de personnes, on a 5 équipes. Je pense qu'une personne peut arriver à intégrer à peu près. Alors, on verra qu'il y a des petites subtilités quand on va aller un petit peu plus loin. Mais il y a bien un Product Owner et un Product Backlog dans ce cas-là. Un seul, pas un par équipe, il y en a un. Du coup, si vous devez travailler, vous êtes obligé de parler de la même chose. Vous êtes obligé de communiquer sur le même support. Vous êtes obligé de communiquer avec la même personne, avec le même intérêt, la même stratégie. Ça vous force à communiquer et à améliorer ce canal de communication. Donc déjà, intrinsèquement, on arrive à ça.
avec ce modèle à rentrer dans cette logique-là. Donc, un backlog, un product owner, comment est-ce qu'on s'organise? Donc, je vous l'ai dit un petit peu en préambule, il y avait un sprint planning dans ce modèle, un sprint planning qui est un petit peu particulier, qui est découpé en 2 phases. La première, c'est une découverte de ce qui nous attend dans le sprint qui arrive, tous ensemble. On décide et on se coordonne. La deuxième partie, c'est le sprint planning que vous connaissez tous. Voilà, donc ça ne remue pas non plus tout ce que vous connaissez. Ça ne change pas fondamentalement une vision que vous avez peut-être du Scrum, mais on reste quand même dans cette optique-là. Donc au niveau de cette première partie, on appelle ça le sprint planning 1. Vous voyez, c'est très facile de s'en souvenir. Il y a 1 et 2. On n'est pas allé chercher loin dans les messages. Ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de se coordonner. Alors se coordonner, pas forcément très loin. On va rester à haut niveau. Quels sont les prochains grands jalons? Quelles sont les prochaines étapes qu'on veut faire? Mais à court terme, on parle de sprint. On ne parle pas d'une vision à 3 mois. Alors, la petite subtilité, c'est que dans le cas où on a essayé d'attendre un petit peu cette vision à un peu plus loin dans le temps. On n'était pas sur du 3 mois. On était sur 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. Donc on était sur cette optique de se revoir régulièrement pour replanifier ce qu'on faisait. Et derrière, évidemment, je parle de rétrospective, peut-être s'améliorer. Donc dans cette sorte de planning, on va juste s'affairer sur quels sont nos objectifs et comment on les met en place. Mais à très haut niveau, si vous utilisez des notions, des items, comme les user stories, nous on ne parle pas en user story, on parle en feature, entre équipes. On parle vraiment au-dessus. On ne s'intéresse pas à ce qu'on va faire localement, on s'intéresse à ce qu'on va faire collectivement. Et l'intérêt, ce n'était pas forcément de détailler où étaient les dépendances, mais est-ce qu'on était surtout aligné sur ce qu'on voulait faire? Il y avait peut-être des dépendances, il n'y en avait peut-être pas. Si on avait, on essayait de se coordonner, mais on voulait avoir une cohérence avant tout. C'est-à-dire qu'à la fin du sprint, est-ce qu'on était cohérents tous ensemble? Et comme on avait assez peu de sprints de provisionner, de planifier, ça permettait d'avoir une vision à court terme ou à court terme plus, pour se rendre compte si on était sur la bonne voie ou pas. Et tout l'intérêt, c'est qu'en face de nous, on avait un seul product owner qui était capable d'orienter différemment les discussions, d'orienter différemment la stratégie et de peut-être changer son avis face à quelque chose de simple à prendre en main. Si vous avez l'expérience des PI planning, du modèle SAFe, vous avez un grand tableau avec plein de post-it, avec des fils de couleurs qui vont dans tous les sens. Le note, c'était quelque chose de gros comme là, la hauteur de la table, à peu près la longueur. Et il devait y avoir peut-être 15 post-it dessus pour toutes les équipes. Voilà, c'était à peu près ça le niveau d'information dont on avait besoin et qui était demandé parce qu'après, une fois qu'on était dans cette optique-là, puisqu'on cherche à favoriser la communication et l'autonomie, on laissait les gens faire en disant tiens, tu te débrouilles et tu feras ton sprint planning naturellement avec ce qu'on a décidé. Donc ça va forcer cette logique de pool, donc tirer à soi, avoir un flux tiré du travail. Il y a un product backlog qui est affiché, qui est connu de tous. Qu'est-ce que dans mon équipe, j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et on vient récupérer ce besoin et on l'implémente dans son propre sprint backlog. Donc ça responsabilise énormément l'équipe. Et justement, il y a peut-être un engagement qui est moins farfelu, qui est mieux maîtrisé, parce que justement, on a la vision de tout et on sait qu'est-ce qu'on fait pas, et on le partage. Comme on est sur le même backlog, ça facilite pas mal l'échange. Alors, j'ai un petit peu menti quand je disais qu'il n'y avait qu'un seul PO. Vous allez voir qu'il y a une subtilité derrière aussi qui est intéressante. Sur le domaine, donc on était sur l'aéronautique, sur tout ce qui était les commandes de vol embarquées, donc c'est-à-dire tous les calculateurs, tous les ordinateurs dans les avions qui calculent votre trajectoire, qui calculent les pannes et qui les corrigent en plein vol. Donc il y a des normes très strictes derrière pour pouvoir en quelques secondes réparer un incident ou détecter quand ça ne va pas et agir en fonction. Vous voyez que c'est un domaine qui finalement peut devenir très complexe. Donc il y a une aide à ce PO qui existe, ce qu'on appelle ça des APO, des Area PO.
donc des product owners de domaine, mais, ou d'air, je ne sais pas si la traduction est bonne, en tout cas d'environnement. Et la particularité de cet APO, c'est de ne pas être dédié à un composant ou à un produit. Il est dédié à un utilisateur. Et ça change tout. On a une relation privilégiée avec quelqu'un, avec un utilisateur final, avec quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de plusieurs fonctionnalités, ou une seule, ou plusieurs produits, mais pas que d'une seule chose. Donc quand on a cette relation et qu'on essaie de la cultiver, on en retient dans notre backlog finalement des éléments vraiment utiles à partir de quelqu'un qui en a besoin et qui n'a pas cette contrainte du produit. Puisqu'on va pouvoir exprimer son besoin dans un backlog qui sera repris par plusieurs équipes. Et en face, cet APO, lui, il a cette dimension très technique ou très métier. En tout cas, il a ce petit lien particulier qui va lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et de collecter un petit peu mieux les besoins. Et sur donc sur les 5 équipes, il y en avait 2. Vous voyez, c'est pas non plus un partout. Et c'était vraiment sur des sujets très précis, sur la sécurité en vol, où finalement il faut quand même un domaine d'expertise particulier. Donc il y avait forcément des acteurs particuliers en face. Vous voyez qu'on a ce canal-là, on va dire, au niveau du recueil du besoin, qui est ici. Un autre canal, un peu plus dur à mettre en place, celui-là, c'est au niveau des équipes. Donc on appelle ça les scouts and travelers, donc les éclaireurs et puis les voyageurs. C'est un peu plus délicat parce que côté légal, il faut faire du voyage entre compagnies. Et bon, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait finalement. L'idée, c'est de pouvoir dire à une personne d'une équipe, va passer du temps chez une autre, pour voir comment ils font. Et puis tu reviens en éclaireur, et puis tu nous racontes comment ils auront travaillé. Et nous, on essaie de faire quelque chose de similaire, ou de prendre des bonnes pratiques, ou d'échanger, on peut aller dans un autre sens. Celui-là, il marche plutôt bien. L'autre, le Travelers, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il demande parfois, si on a besoin d'une compétence, une ressource, d'aller dans l'autre équipe travailler. Donc là, c'est un peu plus délicat contractuellement, mais ça s'entendait quand même, de se dire, on a une montée en charge sur une partie, j'ai une compétence, je ne connais pas forcément le produit, mais je peux vous aider, je viens vous aider. Et tout ça, ça marche parce qu'on est sur le même backlog. C'est ça qui est intéressant derrière. Donc ce canal de communication entre équipes, il va être très, très important. Et puis, on peut même aller encore plus loin. Il y a la notion de multi-team meetings, des meetings de plusieurs équipes en même temps. Juste pour échanger, discuter, ça peut être des délits à 2 équipes, par exemple. Alors, on parlera un peu des délits juste après. C'est un peu particulier, mais ça avait la même logique. C'est de se dire, on peut communiquer, on n'est pas obligé de rester dans son coin, et on peut justement partager différemment. Donc cette possibilité-là, ça va amener justement ce genre de canal de discussion. Et on va essayer de le mesurer. Et c'est là que c'était intéressant. C'est-à-dire que régulièrement, on faisait des petits sondages. Donc vous aviez comme un radar avec tous les rôles. Les développeurs, un PO, les clients, les utilisateurs, le Scrum Master. Et puis vous aviez, comme une toile d'araignée, tout le monde, ce petit monde qui était relié. Et vous deviez noter sur une note de 1 à 5 comment vous estimiez la relation, la communication avec ces gens. Et toute l'idée, c'était d'essayer de détecter finalement qu'est-ce qui marchait moins bien, qu'est-ce qui marchait bien, pour résoudre ou l'amplifier. Donc c'est vraiment cette attente-là qui était assez intéressante sur ce domaine. Donc les équipes ont continué à pas mal bosser ensemble, et justement avec des pratiques qu'elles ont adaptées. Le fameux PI, le planning, qui est ici un genre d'équivalent avec le sprint planning 1, on le faisait une fois sur 2, une fois sur 3, parce que finalement, elles n'avaient pas si besoin que ça. C'est-à-dire qu'elles arrivaient, avec tous ces canaux de communication, à tellement communiquer entre elles que se coordonner régulièrement, c'était déjà fait. J'ai même des équipes qui ont abandonné le daily. Ils mangent ensemble tout le temps, ils prennent le café ensemble tout le temps, ils sont dans le même bureau, ils parlent, ils blaguent. Pourquoi faire un daily? C'était une perte de temps pour eux. Ils savaient exactement sur quoi travailler qui. Et quelles étaient les difficultés. Dès qu'il y en avait un qui avait un problème, on l'entendait râler, et de suite on venait à sa rescousse. Donc c'était vraiment inutile d'en faire un. Donc on est vraiment dans cette logique-là,
qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir dans d'autres modèles. Voilà. Donc c'est à penser, dès qu'on veut implémenter le less, c'est pas juste des pratiques, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est avant tout un savoir-faire. Et quand vous allez sur le site s'appelle less.works, vous avez une grande cartographie qui est très simple, et en fait il y a plein de petites pastilles cliquables autour, et c'est que du soft skill quasiment. Mentoring, coaching, il y a du management, le rôle d'un manager, qu'est-ce qu'on doit réfléchir, comment on réfléchit. C'est toute cette étape-là qui est dedans. Alors, au niveau de justement ce groupe d'équipes, il n'y a pas forcément de mots pour désigner ce que c'est, donc je parle d'équipe souvent, ou de groupe. On essaie de mettre en place pas mal d'ateliers, pas mal d'éléments pour justement essayer de favoriser cette communication. Et c'était surtout comment est-ce qu'on est perçu. Donc ça apparaissait dans ce qu'on appelle les rétrospectives. Donc les rétrospectives, ceux qui ne connaissent pas forcément le Scrum, on regarde en arrière ce qu'on vient de faire. On regarde comment on a travaillé, dans quel environnement on se situe. On regarde si on est dans un environnement, on va dire, que l'on souhaite, premièrement, et puis qui favorise notre travail. Après, est-ce qu'on travaille bien, c'est une autre question. Mais déjà, est-ce qu'on nous permet de bien travailler? C'est la première à avoir. Et donc, dans cette logique-là, il y a cette rétrospective qui est faite au sein de chaque équipe. Et il y en a une qui est pour tout l'ensemble du groupe, qui s'appelle la Overall Rétrospective, où on va vraiment s'intéresser, et c'est la question, c'est dans notre système, dans notre environnement actuel, comment est-ce qu'on s'améliore? Comment on fait différemment? Et à chaque fois qu'on a lancé ce genre d'activité, c'était autour de la communication, avec des activités, par exemple des activités de support, où une fois que les produits étaient déployés, il fallait les maintenir, il fallait corriger quand il y avait des problèmes, répondre aux utilisateurs. Et donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on est perçu déjà par eux, par ces utilisateurs? Puis comment est-ce qu'on voudrait être perçu? Et qu'est-ce qui nous manque pour aller plus loin? On a réfléchi assez souvent à cette question sur quelle est notre image qu'on souhaite renvoyer et qu'on renvoie ou qu'on pense renvoyer pour essayer de s'améliorer. On a également discuté sur tout ce qui était la communication avec toutes les parties prenantes. Est-ce qu'on arrive à les satisfaire? Est-ce qu'on sait qu'on les satisfait, tout court? Donc c'est toute cette logique-là pour essayer de s'améliorer dans l'environnement de travail. Parce que techniquement parlant, les gens étaient plutôt à l'aise. Et ça permettait justement de pouvoir répondre à beaucoup d'attentes. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, de travail, d'organisation. Et c'est vrai que c'est ce qui a permis, je pense, à ces équipes de prendre une certaine autonomie, de manière générale. On les responsabilise d'une certaine façon sur des tâches très simples, des décisions très simples à prendre. Quand il y en avait une un peu plus compliquée, c'était le PO qui venait la prendre. Des Scrum Masters qui venaient faciliter les échanges, mais finalement, des échanges qui se faisaient plutôt calmement, plutôt simplement. Et ces équipes ont vraiment monté en compétence. Il y a eu un avant, un après pendant un an et demi. On pouvait vraiment voir une différence de pensée, une différence pour appréhender les sujets, pour prendre des initiatives aussi. Mine de rien, ça a été assez important. Peut-être c'est dû à cette équipe qui n'était pas si grande que ça. Je vous l'ai dit, on était à 30-40 personnes au maximum, donc l'initiative, on est capable de la prendre, hein, peut-être, ou de la faire adhérer le maximum de personnes. Mais en tout cas, on s'est quand même mis d'accord sur pas mal de sujets. Et ça a pas mal avancé. À implémenter, tout ce que je viens de dire, c'est très court. Ces réunions là, de sprint planning, le 1, l'overall rétrospective, ça prend 2 heures à peu près. Vraiment 2 heures. 2 heures pour se coordonner, 2 heures pour s'améliorer. Donc en une matinée, on faisait la rétrospective et le planning. Et on est tous mangés. Et ça d'une part, ça rassure, parce qu'on se dit, on est là pour une demi-journée, on va bosser, et on est là pour ça. Et donc on va bosser calmement, mais on va pas papillonner trop à droite à gauche. Et surtout, parce qu'on sait qu'on est capable de communiquer ensemble, parce qu'on sait qu'on a favorisé ces réseaux-là, on sait déjà qu'on sera efficace. Alors, est-ce qu'on aura une bonne solution? Est-ce qu'on aura quelque chose d'intéressant? J'en sais vraiment rien.
mais on sait qu'on sortira de cet atelier, de cette demi-journée, avec quelque chose. Et que l'après-midi, on peut dérouler le sprint suivant. On sait que ça démarre sans problème. Donc c'est vraiment cette logique-là qui a commencé à s'ancrer. Alors je vous ai un petit peu teasé au début de la présentation. Je lui ai dit que ça avait duré 1 an et demi. Et c'était il y a 3 ans. Donc si vous êtes bon au calcul, vous savez que ça s'est terminé. Alors c'est un petit peu l'idée, c'est que tout change tout le temps. Et malheureusement, on a été rattrapé par le train du safe. Forcément. Pour la petite histoire, ça a marché parce qu'on était un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas trop de pub. On me disait pas trop qu'on ne faisait pas du safe, mais on ne disait pas qu'on faisait forcément autre chose. Donc au bout d'un moment, ça s'est vu. Et puis, avec le temps, il y a eu des réorganisations de départements, les besoins ont légèrement changé. Ce qui fait que cette équipe d'équipes a finalement été dispatchée à droite à gauche. Donc on n'avait plus vraiment la légitimité de garder ce groupement. Et ils ont été intégrés dans des trains safe. Donc avec une autre façon de penser, avec une autre façon de manager le produit, une autre vision de ce que doit être le produit, avec des équipes qui ne connaissaient pas, avec des équipes qui avaient même un historique, qui travaillaient peut-être en safe depuis 2-3 ans déjà, ensemble, et ils ont été adjointes à tout ça. Et c'est là où c'est marrant, c'est que ces équipes qui venaient du LES étaient plus performantes que les autres, et se sont intégrées d'un coup. Les PA planning, c'était un régal. Alors que tout le monde était en présentiel, à transpirer dans les couloirs, à courir dans tous les sens, eux étaient calmes, ils avaient tout préparé, ils avaient leur liste de features à faire, ils savaient pourquoi ils s'étaient intégrés dans une vision, où est-ce qu'ils étaient efficaces, c'était fini. Quand on est passé en distanciel, donc on faisait la même chose, mais avec les amis de Klaxoon, c'était ceux qui terminaient le premier. Ils avaient déjà tout préparé quasiment avant, parce que ça prend 2 heures à faire. Donc ils faisaient ça presque la veille. Et le jour J, ils regardaient si ça collait à peu près avec la stratégie du train, la stratégie globale de la vision, pas trop de dégâts, et bien on copie-coller, c'était fini. Et également, tout ce qui était communication avec les autres équipes, ils ont pu mettre en place des pratiques différentes, ils les ont amenées. Donc ça a même donné cette notion d'initiative, à aller proposer des façons de partager l'information différemment pour optimiser, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Hein. C'est juste qu'ils ont compris le système dans lequel ils évoluaient, le nouveau, et ils se sont dit, tiens, on pourrait faire un petit peu différemment, faire autre chose, pour l'améliorer, instinctivement, sans besoin d'un Scrum Master trop présent qui les suive. Donc c'est ça qui est peut-être la chose à retenir, c'est qu'en enlevant des contraintes, en ayant un cadre de travail de plus en plus simple, chaque groupe a su trouver une voie, une adaptation, une nouveauté à accomplir pour pouvoir mieux se débrouiller dans cet environnement-là. Chacun a pu trouver ce qu'il voulait faire et ce qu'il pensait être de l'agilité, de manière générale. Outre un cadre de Scrum, de Safe, de LESS, de ce que vous voulez, ils ont pu se dire, ben voilà, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, et je vais le porter, et de toute façon, on me laisse la place. Et eux, ils l'ont complètement intégré parce qu'on les a laissés faire en enlevant énormément de contraintes. Comme vous avez pu voir, normalement, là vous êtes maintenant expert en LESS, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir en vrai. Donc il ne reste plus qu'à l'implémenter de votre côté presque. Voilà la finalité de l'histoire. Alors, moi de mon côté, je vous remercie. C'était un peu court parce que je voulais laisser de la place aux questions, justement pour peut-être avoir vos retours et puis si vous avez des remarques par rapport à tout ça. Oui. Alors je le refais, est-ce que les équipes étaient matures dans l'agilité ou est-ce qu'on est parti de zéro là-dedans? Elles n'étaient pas forcément matures. C'est-à-dire que pendant 1 an, on avait travaillé tous ensemble. On partait de zéro par contre. Hein. Et on avait monté des modèles Scrum. Et on les avait formés, on les a accompagnés pendant 1 an. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment matures.
mais elles avaient quand même des bons réflexes. C'était plutôt ça, c'est-à-dire que en bon réflexe, c'est si j'ai une question, ben je reviens sur le Scrum Guide, je reviens, je vais de contacter mon Scrum Master, je vais chercher l'information dans une communauté, dans une guilde. C'est ça qui est, je veux dire, un bon réflexe. De se dire, la solution, elle est sûrement quelque part, ou alors on va pouvoir m'aider. Et ça, ils l'avaient par contre. Ils étaient assez débrouillards. On pourrait le mettre comme ça, oui. Et après, ça s'est fait tout seul. Quand on a lancé justement ce cadre, ils se sont dit, c'est pas trop complexe, il n'y a pas trop de choses à intégrer supplémentaires, et ça ressemble à ce qu'on faisait avant. On n'est pas trop chamboulé, on continue. Donc il y a aussi ce changement qui a été très doux, on va dire. Parce que dans les autres équipes que j'accompagne, où il y a du safe, où ça change beaucoup quand on passe à l'échelle, on se heurte un peu plus fortement au modèle. Parce que ça change, ça chamboule un peu, on ne comprend pas trop où on va. Et juste par réflexe, peut-être effrayé du modèle, on ne veut pas y aller. Là, ils avaient confiance, donc il y a aussi ça, ce côté confiance qui a amené. Alors, est-ce que c'est un prérequis, quoi? Est-ce qu'on peut mettre ça sur des équipes qui ont passé un peu de temps ensemble? Un prérequis, je ne sais pas, parce que le less, on peut on va dire l'intégrer de zéro, hein, de but en blanc, ça se lit très simple. On pourrait l'appliquer directement, hein, sans forcément passer par la case je suis dans un projet en Scrum. Ça pourrait se faire. Non, non, je ne pense pas qu'il y ait de limite par rapport à ça, à ce niveau-là. C'est peut-être mieux, évidemment, parce qu'on a peut-être les bons réflexes, on a peut-être les codes des réunions, les codes des outils qu'on va manipuler. C'est peut-être ça qui peut être intéressant derrière pour justement l'accompagner. Mais il y a beaucoup moins d'accompagnement, je pense, que pour un modèle. Oui, on compare souvent avec le safe. Hein, je suis désolé si j'en parle souvent, mais il y a beaucoup moins besoin d'accompagnement que pour le safe. Alors, j'ai pas tout entendu, mais je pense avoir compris. Est-ce que les reviews se passent tous ensemble ou est-ce que c'est découpé Alors là, il y a deux parties pris. On peut le faire séparément, mais vous avez toujours le même PO et vous pouvez faire peut-être des choses avec des utilisateurs un peu privilégiés, pourquoi pas. Là, ce qui a été décidé, c'est de les faire tous ensemble. Et c'est de montrer justement qu'il y avait une cohérence. Et donc, très simplement, en invitant toutes les parties prenantes, en invitant même des personnes qui n'avaient rien à voir avec le projet, pour justement leur montrer, bah, tu as vu ce qu'on fait? T'as pas envie de devenir notre sponsor? Qui n'avait rien à voir façon de parler, mais qui n'était pas forcément dans le domaine, et qui pouvait peut-être s'inspirer des pratiques, ou qui se disait, tiens, on est quand même sur un avion, les commandes de vol, c'est peut-être pas si éloigné que ça que le harnais électrique, par exemple. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Donc ça se faisait intentionnellement ensemble, et c'est ce qui est prévu par le cadre du lait, c'est de le faire ensemble. Mais de temps en temps, oui, ça se faisait à part, parce qu'il y avait un sujet qui était très pointu, qui n'allait pas forcément intéresser tout le monde. Donc pareil, la décision c'était est-ce que j'intéresse les gens, est-ce que je communique à la bonne personne? Faire venir pendant 2 heures un utilisateur qui connaît pas, qui comprend pas trop ce que vous faites, il reviendra pas 2 fois. Donc on avait ciblé parfois sur des sujets très complexes les personnes, mais c'est une adaptation à ce qu'on voulait faire. Oui. Alors on était, il faut enlever à 40, il faut enlever 6 personnes, donc on était 34 développeurs. Ouais. Ah,
ça, c'était le gros côté où il y a eu de l'accompagnement, c'est-à-dire que le PO se concentre à un niveau un petit peu au-dessus de la user story. Donc on est sur de la feature ou un peu en dessous. On va travailler qu'avec des grosses user stories. Et le découpage se fait facilement parce que ce PO, il est en relation avec tous les utilisateurs. Donc tout ce qu'il reçoit, c'est du besoin fonctionnel. Donc il n'y a rien de technique derrière. Donc on est vraiment sur un besoin très fonctionnel qu'on va organiser dans des équipes qui vont se l'approprier. Donc on reste toujours à haut niveau. Donc quand le PO valide des éléments, ce sont des éléments de très haut niveau, finalement. Donc sur les 34 développeurs, sur les 5 équipes, parce qu'on peut même parler de 5 équipes qui avaient peut-être aussi des parties de composants un peu différentes, hein, finalement on arrive à comprendre, puisqu'il y a une cohérence dans les équipes, la stratégie elle suit, ça se comprend. Et au niveau de la validation, il est accompagné par les utilisateurs et par les fameux APO qui, parfois sur des points très précis, venaient dessus. Donc avec les développeurs, il y a soit des représentants des développeurs, j'en ai pas forcément parlé ici, mais on marche pas mal par représentants également. Donc on peut avoir des représentants de développeurs qui viennent épauler le PO. Oui, quelle est la charge du PO? Voilà, la charge du PO, pour résumer, les cas de critères d'acceptance, la charge de test, ne serait-ce que écrire le besoin, le valider, tout ça, c'était un PO à plein temps, hein. Et là, il n'y a pas photo. Et c'est là qu'on oblige les gens à être à plein temps. Je rencontre souvent moi, des PO qui sont PO sur plusieurs produits différents ou qui sont PO à 50% parce qu'il faut autre chose à côté. Ils sont chefs de projet d'autre chose. Là, ça oblige à être à 100% tout le temps. Et cet effort, il est un petit peu délégué justement à ses représentants dans chaque équipe ou à ses APO qui peuvent le faire. Et comme le besoin est au haut niveau, finalement, on valide par grandes étapes. Et dans la prévision, on est sur du moyen terme, hein. On est, oui, à 3 sprints. On n'est pas à 3 mois. Et les sprints étaient à 2-3 semaines. Voilà, donc c'est pas une vision à... Puisqu'on va faire ce sprint planning 1, normalement c'est tout le temps, tous les sprints. Là on le faisait tous les 2-3 sprints. Donc on se remettait d'équerre assez régulièrement. Et de toute façon, vu qu'on privilégie les canaux de communication, dès qu'il y avait un truc qui allait bien ou qui allait pas, c'était immédiatement su. Et la décision, elle sortait d'un coup. Donc l'aspéditionnel aussi appartenait à l'équipe, une grande partie de l'équipe qui prenait localement des décisions, et tout ce qui était décentralisé remontait au PO, mais il n'y avait pas tant que ça en fait. Donc c'était une charge normale de travail, pas trop, mais qui prend quand même un temps plein. Mais c'était pas trop. C'est ça le. C'est ça. C'est la vision, elle est partagée régulièrement et surtout elle est comprise. C'est surtout ça l'élément, c'est qu'elle était. On faisait attention à ce que tout le monde comprenait pourquoi il travaillait. Et quand je recevais un travail, quand je reçois un travail de quelqu'un, je sais pourquoi il vient vers moi, je sais ce que je fais et je sais ce que je rends pour que l'autre va travailler, sur quoi l'autre va travailler. Donc on a vraiment cette logique amont-aval, on sait ce qu'ont faire les équipes. Alors le grand défi pour implémenter et le grand défi pour perdurer. Pour l'implémenter, c'était déjà de faire autre chose que safe. C'était déjà d'arriver à convaincre quelqu'un de dire on va faire autre chose, fais-moi confiance. Ça marche partout ailleurs, dans le monde entier, ce cadre il est utilisé. Il est peu connu, hein, on en fait le tour de table, il est peu utilisé, mais c'est un cadre quand même qui a quand même une certaine renommée. Donc je sais que ça marche. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, enfin que ça marche. C'est viable, en tout cas on peut dire ça comme ça. Donc il fallait faire confiance, c'est avant tout ça. Donc je pense que le grand défi, ça a été de garder la confiance qu'on avait un petit peu établie au début, mais il fallait quand même la garder. Et à perdurer, c'était de justement
d'arriver à le promouvoir. Parce que personne n'entend forcément parler. Quand on commence à dire on va autonomiser les équipes, elles vont se responsabiliser, ça fait peur. Il y a un PO. Dans des grandes sociétés, on a souvent peur de se dire oui, mais attends, moi, je suis chef de département, chef de service. S'il y a un PO et que c'est pas moi, je fais quoi dans la boîte? Donc c'était ça qui était la difficulté à arriver à faire perdurer tout ce système dans un environnement qui ne voulait peut-être pas forcément l'intégrer. Parce que quand il y a une transformation, on veut être le business owner, on veut être le product manager, on veut être le solution, etc. Et on va avoir un poste un petit peu ronflant, et là, il n'y est pas. Il n'est pas défini. C'est utilisateur. Alors ça brille un petit peu moins, mais comme c'est le cœur du modèle, finalement, c'est lui le plus important. Et donc, il a fallu amener cette communication régulièrement pour rester pendant ces 18 mois, c'est à peu près ça. 18 mois la tête au-dessus de l'eau, et je pense que ça aurait perduré s'il n'y avait pas eu un changement organisationnel autour, un peu plus fort. On a une autre question, je pense que c'est la dernière, je vais te rapprocher. Oui, oui. Alors, est-ce que ça nécessite de la formation pour tout mettre en place, et c'est ça? Avec des certifications, des choses comme ça. Alors, je ne suis pas certifié LS. Les formations, j'en ai pas suivi énormément là-dessus. Voilà. C'est de l'auto-formation, c'est pas mal de lectures. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas expert dans le LS et qu'on avait sûrement fait des erreurs. Mais comme à la fin, le résultat était bon et que tout le monde était satisfait et était content de travailler là-dedans, on s'est dit on n'a pas dû trop se tromper. C'était le côté indirect. Je dirais plutôt qu'il y a de l'accompagnement, très fortement par contre. Beaucoup d'accompagnement, alors ça passe par la formation, mais par l'acculturation. Typiquement, avec toutes ces personnes-là, on a monté, et c'était ça quelque chose qui était impulsé, et donc ces unités-là, on a monté des communautés de pratique. Donc on se réunissait pour discuter des pratiques de Scrum Master, pratiques de développeurs, pour savoir comment est-ce qu'on travaillait, les bons trucs et astuces entre nous. Finalement, ça a pris, la mayonnaise a pris, comme on dit. C'est devenu une newsletter qu'on a commencé à écrire au sein on va dire, de l'étage, qui a un peu plu, qui est passé de l'étage à l'agence. La communauté a grossi, elle est passée au niveau département, et puis ça a grossi jusqu'à un niveau national et même international. C'est parti de là. Donc c'est une culture qui est accompagnée et on forme justement là-dessus. Parce qu'après, techniquement parlant, je disais, il n'y a pas grand-chose de complexe. Voilà. C'est des choses que vous faites déjà dans du Scrum, des petits ajustements, un point de vue qui n'est pas différent, qui est juste un pas de côté de ce que vous faites. Donc il faut juste avoir ce deuxième pas de côté, et c'est tout. Donc après, c'est pourquoi je fais le pas de côté, quel est mon intérêt à faire le pas de côté, comment je fais pour faire un deuxième pas de côté, peut-être pour faire autre chose. C'est ça qui était à initier surtout. Voilà, je pense que c'est tout. Ben, merci à vous, hein. Merci beaucoup.